Vous avez grandi en regardant Zorro, ce justicier masqué qui combattait l'injustice avec panache, ou peut-être Lost in Space, cette série de science-fiction qui nous emmenait dans des aventures cosmiques? Si oui, alors vous connaissez Guy Williams, l'homme qui a donné vie à ces personnages emblématiques. Plus d'un demi-siècle après ses apparitions à la télévision, ses rôles continuent d'inspirer et de captiver. Mais saviez-vous que cet acteur charismatique a choisi de tourner le dos à Hollywood pour s'installer en Amérique du Sud, loin des projecteurs? Pourquoi a-t-il fait ce choix? Que s'est-il passé dans sa vie après ces moments de gloire? Et quelle rumeur sa fille a-t-elle enfin confirmée? Restez avec moi, car on va explorer tout cela ensemble, de ses débuts modestes à New York à son héritage durable, en passant par son exil volontaire en Argentine. Préparez-vous pour une aventure à travers le temps, l'espace et les coulisses d'Hollywood. Et si vous aimez les histoires d'acteurs qui ont marqué l'histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti! Les origines d'une étoile de New York à Hollywood. Avant de devenir le légendaire Zorro ou le professeur John Robinson dans Lost in Space, Guy Williams était Armando Joseph Catalano, un jeune homme né le 14 janvier 1924 dans le quartier populaire de Washington Heights, à New York. Fils d'immigrants siciliens, Attilio Catalano, courtier en assurance, et Clara Arcara, Guy a grandi dans des conditions modestes, loin des paillettes d'Hollywood. Son père, descendant d'un riche exploitant forestier de Messine, avait investi dans des terres dans le New Jersey, mais la famille vivait dans la pauvreté à l'époque de sa naissance. Le quartier de Little Italy, dans le Bronx, où Guy a passé une partie de son enfance, était un melting pot vibrant, imprégné de culture italienne, avec ses rues animées, ses marchés colorés et ses récits d'aventures héroïques qui ont sans doute nourri son imagination. Dès son plus jeune âge, Guy se distinguait par son intelligence et sa polyvalence. À l'école publique 189, il excellait en mathématiques, une matière qui demandait rigueur et logique, des qualités qu'il appliquerait plus tard dans sa carrière. Adolescent, il fréquente le lycée George Washington, où il jongle entre des petits boulots, comme travailler dans une fontaine à soda et ses passions naissantes pour le football américain et les échecs. Ces derniers, en particulier, révèlent son esprit stratégique, une compétence qui se manifestera aussi dans ses choix de carrière et ses investissements financiers. Plus tard, il intègre l'académie militaire de Peekskill, où il développe une discipline qui le suivra toute sa vie. Mais ce qui frappe le plus chez le jeune Armando, c'est son physique avantageux, mesurant 1,90 m, avec des yeux noisettes perçants et un charisme naturel, il attirait tous les regards. Pourtant, la voie vers la célébrité n'était pas tracée d'avance. Sa mère, qui deviendra cadre dans une société de films étrangers, rêvait qu'il suive les traces de son père en devenant courtier en assurance. Mais Guy avait d'autres ambitions. Encouragé par son apparence et poussé par une passion grandissante pour la comédie, il décide de se lancer dans le monde du spectacle malgré les réticences familiales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il enchaîne des emplois variés, soudeur, comptable, inspecteur de pièces d'avion. Ses expériences, bien que loin des projecteurs, forcent son caractère et sa résilience. Après la guerre, il travaille comme vendeur de bagages chez Wanamaker, un grand magasin new-yorkais. C'est là qu'il prend une décision qui change tout, envoyer ses photos à une agence de mannequinat. Son charme photogénique ne passe pas inaperçu. Rapidement, ses clichés apparaissent dans des journaux, des magazines comme Harper's Bazaar, sur des panneaux d'affichage et même sur des couvertures de livres. Mais à l'époque, un obstacle se dresse. Son nom, Armando Catalano, est jugé trop ethnique par les standards hollywoodiens des années 1940. Comme le souligne l'historien Geoffrey Mark, l'industrie de l'époque tolérait un look exotique, mais pas un nom qui ne sonnait pas américain. Sur les conseils de son agent, Henry Wilson, Armando devient Guy Williams, un nom plus commercial qui ouvre les portes d'Hollywood. Ce changement, bien que stratégique, reflète les pressions culturelles de l'époque où les origines étrangères devaient souvent être effacées pour percer. En 1946, Guy signe un contrat d'1 an avec Metro-Goldwyn-Mayer, MGM, marquant ses premiers pas à Hollywood. Son premier rôle notable est celui d'un bombardier dans The Beginning of the End, 1947, un docudrame sur le développement de la bombe atomique. Mais les opportunités restent limitées et après quelques rôles mineurs, il retourne à New York, déçu mais pas découragé. En 1948, lors d'un shooting publicitaire pour des cigarettes en station de ski, il rencontre Janice Cooper, un mannequin. Leur romance naît au fil de longues séances photos et ils se marient le 8 décembre de la même année. Ensemble, ils auront 2 enfants, Guy Steven Catalano, connu comme Guy Williams Jr. et Antoinette Tony Catalano, qui suivront tous deux des carrières dans le cinéma. De retour à New York, Guy participe aux premières publicités télévisées américaines, un média alors en pleine émergence.
Malgré la perte tragique de son père en 1951, qui n'aura jamais vu la gloire de son fils, Guy persévère. En 1952, il signe un nouveau contrat avec Universal International, ce qui le ramène à Hollywood. Il décroche des petits rôles dans des films comme Bonzo Goes to College ou He Was a Teenage Werewolf, ainsi qu'un épisode de The Lone Ranger. Ces expériences, bien que modestes, posent les bases de sa future renommée. Comme le note un article de l'Orlando Evening Star de 1965, son passage par le Neighborhood Playhouse de New York et l'atelier d'acteurs de CBS lui permettent de décrocher un premier rôle télévisé dans Studio One, suivi d'un contrat avec Universal. Ses débuts, bien que laborieux, montrent sa détermination à percer, malgré les obstacles d'une industrie compétitive. Cette période de sa vie illustre la ténacité de Guy Williams. D'un jeune homme d'origine modeste à un mannequin à succès, puis à un acteur en herbe, il a su naviguer dans un monde où les opportunités étaient rares pour ceux qui ne correspondaient pas au moule hollywoodien. Son parcours jusqu'à Zorro est une histoire de persévérance, de sacrifice et d'une ambition qui ne s'est jamais éteinte. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans l'ère Zorro, le rôle qui l'a propulsé au rang de star mondiale. L'ère Zorro, le masque qui a conquis le monde. En 1957, la carrière de Guy Williams prend un tournant décisif lorsqu'il auditionne pour le rôle principal de Zorro, une série produite par Walt Disney. Basée sur le personnage créé par Johnston McCulley en 1919, Zorro raconte les aventures de Don Diego de la Vega, un noble espagnol qui, sous le masque du justicier Zorro, combat l'oppression dans la Californie espagnole des années 1820. Avec son physique imposant, ses talents d'escrimeur et son charisme naturel, Guy était le choix idéal pour incarner ce héros. Disney, qui avait déjà connu le succès avec Davy Crockett et le Mickey Mouse Club, voyait en Zorro une opportunité de captiver un public familial. Mais trouver l'acteur parfait était crucial, et Guy, avec son expérience de mannequin et ses petits rôles au cinéma, correspondait parfaitement aux attentes. Pour préparer le rôle, Disney impose des exigences précises. Guy doit cultiver une moustache ni trop longue ni trop épaisse et perfectionner ses compétences en escrime. Il s'entraîne avec le maître belge Fred Cavant, un expert qui avait déjà chorégraphié des duels pour des stars comme Douglas Fairbanks. Guy apprend également à jouer de la guitare pour ajouter une touche d'authenticité à son personnage. Son salaire, équivalent à environ 23 000 $ par semaine aujourd'hui, reflète l'importance du projet pour Disney. Comme il explique dans une interview au magazine Starlog, il commence avec un fort accent espagnol lors de son audition, qu'il ajuste progressivement sous les conseils de Walt Disney lui-même. Un jour, Walt ne m'a pas tapoté sur l'épaule après une scène, raconte-t-il, et j'ai su que j'avais trouvé le bon ton. Diffusé sur ABC de 1957 à 1959, Zorro devient un phénomène culturel. La série, avec ses 78 épisodes et 4 spéciaux d'1 heure, séduit par son mélange d'action, d'aventure et de suspense. Chaque épisode se termine sur un cliffhanger, une technique novatrice pour l'époque qui incite les téléspectateurs à revenir. Les enfants du monde entier imitent Zorro, traçant des aides sur des draps et sautant des toits, comme le note un article de Lost in Space Memory. La série génère une vague de produits dérivés, des costumes aux figurines, et Guy devient une icône mondiale. En Argentine, où Zorro est diffusé sur Canal 13 dès 1967, la série connaît un succès retentissant, avec des poupées et des objets à l'effigie du héros envahissant les magasins. Cependant, le succès a un revers. Guy craint d'être enfermé dans le rôle de Zorro, comme il le confie au Longview Daily News. « Quand je ne suis pas Zorro, je suis Diego. C'est comme travailler dans un film que vous ne finissez jamais. » Cette peur de la typecasting est amplifiée par les attentes d'Hollywood, qui le voit principalement comme le justicier masqué. De plus, des tensions émergent entre Disney et ABC. Disney exige un budget plus élevé pour produire de nouveaux épisodes, ce qu'ABC refuse, entraînant une bataille juridique. Pendant ce conflit, Guy, toujours sous contrat, ne peut travailler ailleurs mais continue de recevoir son salaire. Cette période d'inactivité forcée est frustrante, mais elle lui permet de réfléchir à sa carrière. Entre Zorro et son prochain grand rôle, Guy tente de diversifier ses projets. En 1962, il tourne Damon and Pythia en Italie et Captain Sinbad en Allemagne, 2 films d'aventure qui capitalisent sur son image de héros d'action. Il collabore également avec Disney sur The Princesse de Popée, un téléfilm en 3 parties. Comme il le raconte au Bristol Daily Courier en 1965, il profite de ce séjour en Europe pour voyager avec sa famille, retardant son retour aux États-Unis et manquant la saison des pilotes télévisés. « Je voulais une autre série, car cela fait partie de mon plan maître, explique-t-il, évoquant son rêve de posséder un yacht en Méditerranée. Ces chèques de droits résiduels de Zorro, diffusés en rediffusion dans le monde entier, lui offrent une certaine stabilité financière. Malgré son succès, Guy reste lucide sur les limites d'Hollywood.
Comme le note Mark Kussman, auteur de Ewan Allen's Lost in Space, The Authorist Biography, passer de Zorro à des films d'aventure montrait qu'il était typecasté. Guy en est conscient, mais il ne se plaint pas publiquement. Sa polyvalence, mise en avant dans des rôles comme celui de Will Cartwright dans Bonanza en 1964, montre son désir de briser cette image. Malheureusement, son passage dans Bonanza est écourté après 5 épisodes, les fans réclamant le retour de Pernell Roberts. Cette déception renforce son sentiment que l'industrie ne lui offre pas les opportunités qu'il mérite. Zorro reste le sommet de sa carrière, un rôle qu'il a propulsé au rang de star, mais qui a aussi défini son image publique. Dans la prochaine partie, nous explorons comment Lost in Space a offert à Guy une nouvelle chance de briller, tout en révélant les défis d'une industrie changeante. Lost in Space, une nouvelle frontière, un rôle relégué. En 1965, Guy Williams saisit une nouvelle opportunité avec Lost in Space, une série de science-fiction produite par Ewan Allen et inspirée du roman Le Robinson suisse. Il y incarne le professeur John Robinson, patriarche d'une famille spatiale composée de sa femme Maureen, June Lockhart, et de leurs enfants Judy, Martha Kristen, Penny Angela Cartwright et Will Bill Mumy. Accompagnés du major Don West Mark Goddard et du robot Bob May, ils embarquent à bord du Jupiter 2 pour une mission de colonisation spatiale. Mais un saboteur, le docteur Zachary Smith et Jonathan Harris, détourne leur vaisseau, les laissant perdus dans l'espace. Pour Guy, Lost in Space représente une chance de s'éloigner de l'image de Zorro et de montrer sa polyvalence. Le rôle de John Robinson, un scientifique courageux et un père dévoué, contraste avec le héros d'action masqué. La série, diffusée sur CBS de 1965 à 1968, connaît un succès immédiat grâce à son esthétique futuriste, avec ses combinaisons argentées et ses décors innovants. Guy, avec son charisme et sa présence imposante, ancre la série dans une dynamique familiale crédible. Cependant, comme le note Geoffrey Mark, un changement radical se produit à mi-parcours de la première saison. L'accent se déplace vers le Dr Smith, Will Robinson et le robot, qui deviennent les favoris du public grâce à leurs interactions comiques. Ce virage, poussé par CBS pour rendre la série plus légère et accessible à un public familial, marginalise le personnage de John Robinson. Guy, initialement présenté comme la star, se retrouve avec des rôles secondaires, parfois réduits à 3 répliques par épisode, selon Geoffrey. Cette relégation est frustrante pour un acteur habitué au premier plan. Mark Kussman explique que CBS, influencé par le courrier des fans, encourage Ewan Allen à mettre en avant le côté humoristique du Dr Smith, interprété avec brio par Jonathan Harris. Ce choix transforme la série en une comédie d'aventure, au détriment des personnages plus sérieux comme celui de Guy. Malgré cela, Guy reste professionnel. Contrairement à ce que certains articles, comme un TV Guide de l'époque, suggèrent, il ne manifeste pas publiquement son mécontentement. Il se confie discrètement à Ewan Allen, qui tente de compenser en lui offrant des épisodes centrés sur John Robinson. Ces moments, bien que rares, permettent à Guy de montrer sa capacité à incarner un leader stoïque face à des menaces extraterrestres. Comme il le dira plus tard, j'aimais Lost in Space pour les gens avec qui je travaillais. C'était comme Zorro, une équipe formidable. Pourtant, il est clair que la série ne répond pas à ses attentes de diversification. Lost in Space produit 83 épisodes sur 3 saisons, mais son succès s'essouffle rapidement, tout comme Batman, une autre série de l'époque au ton campi. À la fin de la série en 1968, Guy ressent une lassitude croissante envers Hollywood. Comme le souligne Geoffrey, pendant qu'il jouait dans Lost in Space, il investissait intelligemment ses revenus, tout comme il avait fait avec ceux de Zorro. Ses talents en gestion financière, développés grâce à des investissements dans des entreprises et le marché boursier, lui assurent une indépendance financière rare pour un acteur de l'époque. À la fin des années 1960, il est millionnaire avec une fortune estimée à environ 10 millions de dollars, soit 20 millions aujourd'hui, selon Mabimbe. Cette sécurité financière lui donne la liberté de réévaluer ses priorités. Déçu par le manque d'offres significatives après Lost in Space, Guy commence à envisager une vie loin des plateaux. En 1973, une invitation à se rendre en Argentine pour des apparitions en tant que Zorro change tout. L'accueil qu'il reçoit là-bas, marqué par une admiration fervente pour son personnage, le touche profondément. Comme le note Kussman, il était stupéfait par l'adoration des Argentins. Les gens sortaient en masse pour le voir. Cette expérience ravive son amour pour Zorro et plante les graines d'une décision qui transformera la fin de sa vie. Dans la prochaine partie, nous explorons comment l'Argentine devient le refuge de Guy Williams et comment il y trouve un équilibre entre reconnaissance et tranquillité. L'exil en Argentine, une nouvelle vie loin des projecteurs.
En 1973, Guy Williams reçoit une invitation qui marque un tournant dans sa vie. Apparaître en tant que Zorro lors d'un événement caritatif en Argentine, organisé par Eva Perón, épouse du président Juan Perón. La série Zorro, diffusée sur Canal 13 depuis 1967, est un phénomène culturel dans le pays, avec des rediffusions quotidiennes et une popularité qui ne faiblit pas. Les Argentins, fascinés par le justicier masqué, accueillent Guy comme une superstar. Des foules se rassemblent, des enfants brandissent des épées en plastique et des produits dérivés envahissent les marchés. Cette adoration touche Guy, qui découvre un lien profond avec la culture argentine, marqué par sa passion pour l'aventure et l'honneur. Comme le raconte Lost in Space Memory, cette visite, initialement prévue comme un court séjour, change sa perspective. Il est tombé amoureux du peuple et de la culture, not une source. Contrairement à Hollywood, où il se sentait limité par le typecasting, l'Argentine lui offre une reconnaissance sincère et un espace pour être lui-même. À la fin des années 1970, il décide de s'installer à Recoleta, un quartier huppé de Buenos Aires. Cette décision marque un retrait volontaire de l'industrie du divertissement, à l'exception d'apparitions publiques occasionnelles. Il emmène même des membres du casting original de Zorro, comme Henri Calvin, Sergent Garcia, pour les performances en direct et fonde le Circo Real Madrid avec le champion d'escrime Fernando Lupiz, avec lequel il parcourt l'Amérique du Sud en 1977. Pourquoi choisir l'Argentine? Mark Kussmann, dans 01 ALNS Lost in Space, avoue ne pas avoir de réponse définitive. Personne ne semble avoir posé la question à Guy directement, écrit-il. Cependant, plusieurs facteurs semblent jouer. D'abord, la déception face à Hollywood. Après Lost in Space, les offres de rôles significatifs se font rares et Guy refuse de se contenter de petits projets. Ensuite, sa situation financière. Comme le souligne Geoffrey Mark, Guy était très réaliste sur le show business. Il a fait fructifier son argent, et quand Lost in Space est terminé, il était riche. Cette indépendance lui permet de choisir une vie alignée avec ses valeurs, loin de la pression des studios. En Argentine, Guy trouve un équilibre unique. Il participe à des émissions télévisées locales, souvent en lien avec Zorro, et savoure la tranquillité de sa vie à Recoleta. Il s'adonne à ses passions, l'escrime, les échecs, la voile, il possède un ketch de 12 mètres nommé The Oceana, l'astronomie et la musique classique. Fluent en italien et en espagnol, il se connecte facilement avec les Argentins qui apprécient son authenticité. Sa vie personnelle, cependant, connaît des bouleversements. Son mariage avec Janice Cooper, qui a duré de 1948 à 1983, prend fin, mais il reste proche de ses enfants, Guy Junior et Tony, qui poursuivent des carrières dans le cinéma. En 1983, Guy retourne brièvement aux États-Unis pour une réunion du casting de Lost in Space sur Family Feu, un moment nostalgique où il retrouve Gene Lockhart, Angela Cartwright et Bob May. Mais ce retour est temporaire. L'Argentine est devenue son foyer, un lieu où il peut être à la fois une icône et un homme ordinaire. Comme le Not Woman's World, il a willingly laissé les projecteurs s'éteindre, choisissant une vie plus simple. Pourtant, cette simplicité est teintée de solitude. Vivant seul à Buenos Aires, il disparaît progressivement de la scène publique. Tragiquement, en avril 1989, Guy Williams décède d'un anévrisme cérébral dans son appartement de Recoleta. Son corps n'est découvert qu'une semaine plus tard, le 6 mai, par la police, alerté par des voisins. Il avait 65 ans. Grâce à l'acteur argentin Fernando Lupiz, ses cendres sont conservées au cimetière de la Société des acteurs argentins, un honneur rare. En 1991, son fils Steven disperse ses cendres dans l'océan Pacifique près de Malibu, respectant ses dernières volontés. Dans la conclusion, nous réfléchirons à l'héritage durable de Guy Williams et à ce que son parcours nous apprend sur la célébrité et les choix de vie. Les coulisses de Zorro et Lost in Space, un aperçu du métier d'acteur. Pour comprendre l'impact de Guy Williams, il est essentiel de plonger dans les coulisses de ces deux rôles phares, Zorro et Lost in Space. Ces séries, bien que différentes dans leur ton et leur genre, partagent un point commun. Elles ont bénéficié du professionnalisme et du charisme de Guy, qui a su transformer des scripts parfois imparfaits en moments mémorables. Mais comment était-ce de travailler sur ces productions? Quels défis a-t-il affronté? Et comment son approche du métier a-t-elle façonné son héritage? Et voilà l'histoire de Guy Williams, un acteur qui a capturé nos cœurs en tant que Zorro et John Robinson, mais qui a choisi de suivre son propre chemin, loin des feux d'Hollywood. De ses débuts modestes à New York à son apogée télévisuel, en passant par son exil en Argentine, Guy a vécu selon ses propres termes. Son talent, son charisme et sa sagesse financière lui ont permis de s'affranchir des contraintes d'une industrie capricieuse.
Comme le dit Geoffrey Mark, c'est remarquable qu'un acteur dont la carrière a culminé à la télévision reste si vividement mémorisé au XXIe siècle. Son décès prématuré à 65 ans rend son choix de se retirer encore plus poignant, mais son héritage perdure à travers Zorro et Lost in Space, toujours diffusé et aimé. En 2001, Guy reçoit une étoile posthume sur le Hollywood Walk of Fame, et en 2011, il est nommé Disney Legend, un hommage à son impact. Que retenir de son parcours? Peut-être que la vraie liberté, c'est de choisir sa propre définition du succès. Quels sont vos souvenirs préférés de Guy Williams? L'avez-vous aimé en Zorro, en John Robinson, ou les deux? Partagez vos pensées dans les commentaires et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur les légendes d'Hollywood. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure.